Cour internationale de justice, mais la Turquie n'est pas membre de la Convention sur le droit de la mer, ce qui va compliquer les choses, et la Turquie est dans le statut de la Cour internationale de justice, mais pour chaque affaire, elle doit accepter sa compétence. Et elle n'a pas encore accepté sa compétence. Donc la CJ a transmis à la Turquie la requête chypriote et attend de voir si la Turquie répond. Et c'est aussi l'attitude de Chypre. Vous vous dites que vous êtes d'accord pour appliquer le droit international, on vous donne l'occasion de le faire, on va devant la justice internationale, ben, venez discuter avec nous, on va voir comment les choses vont se passer. Et à ce stade, nous en sommes là. Merci, professeur. Je vous invite à vous asseoir ici. Bonjour à Pierre Lelouch qui nous a rejoints. Je vous signale que sont parmi nous Monsieur Pierre Jox, l'ancien ministre de l'Intérieur, et aussi Monsieur l'ambassadeur de Chypre en France, Monsieur Pandias Eliadis, et le président de la communauté chypriote en Europe, Monsieur Evagoras Mavromatis. Voilà, alors la règle du jeu, maintenant, on va procéder à une série de questions, si vous en avez, j'espère que vous en avez beaucoup, que vous adresserez directement aux orateurs de ce début d'après-midi. Deux petites règles de bonne séance, me semble-t-il. Un, vous vous levez pour poser votre question en déclinant votre identité. Et deuxièmement, s'il vous plaît, vous posez une question, vous n'êtes pas là pour disserter, et vous dites à qui vous voulez poser votre question. Comme ça, on gagnera du temps. On va procéder ainsi pendant 25-30 minutes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais vous étonner, je suis compositeur. Mon nom c'est Yorgos Delphis. Je vis en France depuis 50 ans et je suis fier d'être en France et français maintenant. La question que je vais poser, elle est très très précise. Comment on peut faire la distinction entre Atatürk, grand criminel génocidaire, et M. Erdogan, je dis monsieur, par ironie bien sûr, parce que l'ironie c'est le propos des Grecs, surtout depuis Socrate, et comment on peut distinguer ces deux criminels de guerre qui continuent à sévir, ne tenant pas compte qu'il y a une fourberie dans la politique turque qui est permanente. Et la deuxième question, si m'est permis, c'est comment la Grèce peut faire face à un tel monstre et étant vraiment à la solde de l'OTAN, surnommée euthanasie, et de l'Union européenne, à la pression de Merkel, qui vend des armes à la Turquie et qui cautionne toutes les malhonnêtetés. Vous posez votre question à qui, monsieur? J'aimerais bien poser la question au monsieur qui est en bleu. Alexandre Delval, j'en étais sûr. Merci. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Cher monsieur, je savais que vous alliez poser cette question, et c'est tout à fait légitime. Ça vous appartient, ce que vous avez dit, je ne veux pas polémiquer. Par contre, il y a quand même des différences. On peut penser que les deux sont aussi terribles d'un point de vue grec, par exemple, ce qui est le vôtre, mais ça ne veut pas dire que ce qui est communément vu comme négatif est la même chose. Il peut y avoir des différences, même entre deux mots. Donc la différence, elle est claire. Atatürk était contre deux projets qu'il a explicitement combattus et auxquels il a renoncé. Le projet ottoman, il a aboli le califat sultanat ottoman, et il a voulu se consacrer à une Turquie anatolienne, qui aurait pu s'appeler d'ailleurs Anadolu, on l'a appelé Turquie, et il a renoncé aussi au projet pan-turc, qui était celui des jeunes Turcs, auquel il a adhéré, mais avec qui il était en désaccord sur l'expansionnisme jusqu'en Chine. Il ne voulait pas une grande Turquie jusqu'en Chine, mais très pragmatique, il pensait que c'était trop coûteux, ingérable, qu'il y avait trop d'hétérogénéité. Un Turc de Chine, il ne comprend pas un Turc de Turquie. Il n'y a que les Azéris qui comprennent très bien les Turcs de Turquie. Donc voilà, il était contre le projet ottoman et le projet pan-turc. Je pense que c'est quand même une différence fondamentale. C'est pour ça que Erdogan, c'est Atatürk empire. C'est-à-dire empire parce qu'il a les défauts bellicistes anti-grecs d'Atatürk ou anti-autres minorités. Parce qu'Atatürk n'était quand même pas non plus, même si je l'ai vanté tout à l'heure comme laïque, c'était pas un ange bien entendu. Mais en plus, il est expansionniste là où Atatürk savait s'arrêter. Donc c'est Atatürk en islamiste et empire. Merci. Madame. Oui, bonjour. Voilà, je suis une ancienne étudiante de M. Pinatel. Voilà. Donc, je pose une question que je trouve que dans tous ces colloques, la dimension économique est complètement mise sous le tapis. Oui, mais madame, on ne peut pas tout faire. Non, mais quand même. Bon.
Je voudrais savoir, première question, qui gère le pétrole en Libye? Vous posez votre question à qui? 2, Pinatel. quelqu'un répondra. 2, je voudrais savoir, il y a eu un accord entre l'Europe et la Turquie pour gérer les 2 millions ou 3 millions de réfugiés. Bon, je viens de savoir qu'il y a pas mal de réfugiés dans des îles grecques. C'est bien, c'est un début d'occupation, quoi. Et nous payons, en fait, l'Europe paye des réfugiés qui peuvent avoir la même idéologie pour intervenir en Libye ou ailleurs. Donc, est-ce que là, on n'est pas responsable de quelque chose? Monsieur Rodier, alors, ou Monsieur Général Pinatel? Comme vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Donc, alors, pour ce qui concerne la Libye, la question du pétrole, qui gère le pétrole, c'est ça votre question, hein? Oui. Alors, c'est la Compagnie nationale du pétrole. Mais dit comme ça ça dit pas grand-chose, parce que la Compagnie nationale du pétrole est contestée actuellement dans sa gestion et dans son utilisation des ressources pétrolières. Elle est contestée par les gens de l'Est de la Libye, parce qu'ils considèrent qu'ils sont traités de manière inégale. Et d'ailleurs, cette question, elle est très grave. Vous savez que la plus grande partie des ressources pétrolières en Libye se trouve à l'est du pays, et que la Compagnie nationale du pétrole, elle se trouve à Tripoli. Et donc, c'est un problème qui est central. Par ailleurs, vous savez qu'actuellement, les puits pétroliers sont pratiquement bloqués en Libye. Il y a des pertes importantes de ressources. Et pourquoi les puits sont bloqués? C'est parce qu'il y a une décision des différentes tribus en Libye de considérer qu'on ne peut pas continuer à produire et à vendre du pétrole pour que la Compagnie nationale l'utilise pour financer l'islamisme. Elle considère qu'il faut repenser l'utilisation des ressources dans un sens plus équitable. Et pour cela, les différentes tribus ont bloqué actuellement la production du pétrole. Vous voulez ajouter à la réponse? Vous pouvez traduire? أنا يعني حاب نتكلم شوية على موضوع المؤسسة الوطنية للنفط. Je voudrais m'étendre un peu sur la National Oil Corporation, la société en fait d'État qui gère le pétrole libyen. 2012 2013 2014 كان هناك مشروع لتنظيم القاعدة 2012 2013 2013 2014 2015 2014 il y avait un projet مشروع لتنظيم القاعدة de l'organisation d'Al-Qaïda بمسميات ليبية منها الجماعة الليبية المقاتلة avec des dénominations libyennes de la branche combattante libyenne. واستخدم المطالب الحقوقية أو مطالب حقوق الأقاليم بمعنى حالات التهميش التي تعاني منها بعض الأقاليم نتيجة لسياسات الدولة المركزية. Des revendications ont été faites pour des régions qui sont complètement marginalisées par rapport aux ressources du pétrole. كشعارات لإيقاف النفط. Donc ça a été utilisé pour arrêter la production du pétrole. ولعب الإسلام السياسي تيار الإسلام السياسي وعلى وجه التحديد جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر على وزارة النفط. Et puis à cette époque-là, les frères musulmans étaient très bien implantés et ce sont eux qui dirigeaient les instituts pétroliers en Libye. دورا رئيسيا في زيادة مطالب دعاة هذا Et الحراك. ceux-là ont contribué en grande partie des doléances islamistes. فتم إيقاف النفط لمدة 3 سنوات. Et puis à cette époque-là, ça a été bloqué pendant 3 ans. نتيجة لسيطرة ميليشيات جهوية تتبع تنظيم القاعدة. À cause d'une diabolisation qui a été faite par des organisations على وجه التحديد qui dépendent de Daesh. إبراهيم الجدران. Par exemple, Ibrahim Jadran, qui pendant plus de 3 ans a bloqué la production du pétrole. وتم إقفال
الموانئ والحقول النفطية. qui a complètement bloqué l'exportation du pétrole et la production du pétrole. في هذا الأثناء أيضا كانت المؤسسة الليبية للنفط منقسمة إلى مؤسسة في الشرق ومؤسسة في الغرب. Et à cette époque, cette institution était divisée en deux. Une partie se trouve à l'est de cette institution, et l'autre partie à l'ouest. وظهرت دعاوي لدى البرلمان الليبي من أجل توحيد هذه المؤسسة. Et le Parlement a toujours insisté pour l'unification de ces institutions. وكانت أحد أهم اشتراطات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط توزيع عادل لهذه الثروات. Une des conditions les plus importantes des doléances du Parlement est la répartition équitable des revenus du pétrole. وعودة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في مدينة بنغازي. Et le retour du siège de la NOC à Benghazi, qui est son siège social. المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للجيش قامت بتحرير الموانئ والحقول النفطية وسلمتها للمؤسسة الوطنية للنفط. L'ANL, l'armée libyenne, a libéré ces ports et les a remis, les ports pétroliers et les sites pétroliers, الإشكالية à la NOC, à la société pétrolière libyenne. أن المؤسسة الوطنية للنفط تبيع النفط. Et le problème est que la NOC vend le pétrole. وهذا النفط أموال هذا النفط تذهب للبنك المركزي. Cet argent va à la banque centrale. الذي يسيطر عليه أيضا الإسلاميين. Et le problème est que cette banque centrale est complètement contrôlée par les islamistes. ويتم تمويل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية من أموال النفط الليبي. Et malheureusement, les mercenaires et les terroristes qui sont envoyés par Erdogan en Libye sont payés par la banque centrale qui est entre les mains des islamistes. Et ces richesses, cette manne pétrolière va vers la Turquie. Et pour cela, les tribus libyennes ont demandé à ce que tout le pétrole soit bloqué, qu'il ne soit pas exporté, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour une répartition égale pour tous les Libyens. Un éclairage utile. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Votre question. Oui, bonsoir. Bernard Cornu, ingénieur qui a travaillé dans toute la région. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Pour mieux comprendre, faire comprendre et surtout régler tous les problèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, de la Libye jusqu'à l'Irak, la Syrie, ne faudrait-il pas que les grands pays européens reconnaissent une responsabilité collective dans la guerre européenne de 1914, dans laquelle les dirigeants jeunes turcs ont été forcés, alors que la plupart d'entre eux, voulaient conserver la neutralité pour l'Empire ottoman. M. Rondier, peut-être ou... Ma question est donc pour les Européens d'ici. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire, parce que les jeunes Turcs étaient fanatiquement pan-germanistes. Donc je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais rien dire d'autre. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je ne vois pas le lien avec l'histoire. M. Rodier, non? D'accord. Je reviens vers vous après. Allez-y. Oui, je m'appelle Ziad Achour, je suis tunisien, je vis à Paris depuis une bonne dizaine d'années. S'il vous plaît. Ma question, c'est pour M. Alain Rodier. Elle concerne un peuple dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les Kurdes. Parce que, si j'ai bien compris, en fait, la phobie d'Erdogan, c'est quand même la création d'un Kurdistan dans la région. Et donc ma question, c'est quand les Kurdes d'Irak, en 2017, ils ont organisé un référendum, remporté par le camp des oui largement, toute la communauté internationale n'a pas reconnu ce référendum et l'a même condamné. Je voudrais comprendre pourquoi, quelles sont les raisons essentielles. Est-ce que pour les pays occidentaux, il y a des intérêts tellement dans la région qu'ils ne peuvent pas accepter la création d'un État kurde là-bas? Et donc, voilà. Et ce non-soutien à ce référendum, est-ce que ce n'est pas finalement un signal pour Erdogan de lui laisser le champ libre pour ses envies expansionnistes, etc. Merci. Voilà. Monsieur Rodier, puis Monsieur Vallard. Bon, je ne vais pas aborder tous les problèmes kurdes, parce qu'il n'y a pas un problème kurde. Parce qu'en réalité, dire qu'il y a un problème kurde, ça voudrait dire qu'il n'y a vraiment qu'un peuple kurde. Or, il y en a plusieurs. Par exemple,
les Kurdes de Syrie sont beaucoup plus proches des Kurdes de Turquie que des Turcs d'Irak. Mais même les Kurdes en Irak, vous connaissez bien sûr les deux grandes factions, Talabani-Barzani. Talabani, donc, qui est décédé maintenant, mais qui a été d'ailleurs président d'Irak, était beaucoup plus proche des Iraniens. Bon, ça, on peut comprendre pourquoi, parce que ces factions étaient à la frontière avec l'Iran, alors que Barzani était beaucoup plus proche donc, des Turcs. Donc c'est un problème extrêmement complexe. Et c'est pour ça que c'est un problème pour la Turquie, mais ce n'est pas le problème kurde. Eux, leur problème, c'est le terrorisme. Et ils arrivent la Turquie a toujours réussi à s'entendre avec Barzani, avec Talabani un petit peu. J'ai connu une époque où il y avait des bureaux de représentation à Ankara. Donc il y avait tout de même une certaine coopération. Et tout ça, ça s'est dégagé en réalité après la première guerre du Golfe, où effectivement l'autonomie du Kurdistan irakien a été reconnue. Bon, les Turcs ont accepté cela, mais en prenant des précautions, c'est-à-dire qu'ils ont installé des bases militaires dont on ne parle pas, qui sont au Kurdistan irakien à l'heure actuelle, avec des chars, etc. Mais donc, ça ne bouge pas trop. Mais ce qui les inquiète beaucoup, c'est donc le Kurdistan syrien, comme j'ai expliqué dans mon exposé, qui était la base arrière vraiment du PKK, et surtout donc cette proximité du PYD, qui gère un petit peu le Rojava, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et avec le PKK. Et il est vrai que ce sont des cousins germains. Donc la seule chose, c'est que, par exemple, leur idéologie, et je terminerai là-dessus, qui a été concoctée par Öcalan, il s'est rendu compte que le marxisme-léninisme n'était plus tout à fait à la mode, donc il a gardé tout de même ce marxisme-léninisme au centre, mais il a rajouté de l'écologisme, du féminisme, de l'autogestion, et c'est un mélange, d'ailleurs, qui plaît beaucoup ici aux intellectuels européens, et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup cette idéologie. Mais c'est une idéologie aussi, et ça, il faut le souligner, qui est très anti-occidentale. Monsieur Valard, un mot peut-être? Oui, j'allais dire en partie ce qui a été dit, donc j'y reviens pas, mais effectivement, il n'y a pas un peuple kurde, il y a des Kurdes différents. Je rappellerai aussi que les Yézidis, c'est une tradition païenne très particulière, ce sont des Kurdes également, qui n'ont pas forcément été aidés par les Kurdes d'Irak, mais par des Kurdes du PKK venus de Turquie, ce qui est quand même un comble, et qu'effectivement, il y a des troupes turques au Kurdistan d'Irak, avec la bénédiction, si je puis dire, des autorités kurdes irakiennes, qui ne sont pas du tout d'accord avec les tendances du PKK, dont effectivement les unités de protection du peuple syriennes sont, si ce n'est une émanation, en tout cas ce sont des cousins, ils sont extrêmement liés. Or, je vois qu'ils vous faites allusion, on ne citera personne, aux sympathisants de la cause kurde. C'est vrai que sans eux, on n'aurait pas mis Daesh à genoux, enfin pour l'instant ils se relèvent, en Syrie. L'attitude américaine n'a rien de surprenant, ce n'est pas la première fois qu'ils laissent tomber leurs alliés. Le Shah d'Iran et beaucoup d'autres en ont fait la mère expérience. Ça se renouvellera, il ne faut pas tout faire tomber sous Donald Trump, c'est une attitude américaine plus globale, un peu complexe à expliquer. Mais il y a des Kurdes, et si effectivement, enfin amusant c'est sans doute pas le mot, mais j'en ai parlé pas plus tard hier soir dans une conférence que je faisais ici au CNAB, à des étudiants, c'est que ce soit les Européens, les Américains, enfin qui vous voulez, on ne pouvait pas accepter un Kurdistan devenu indépendant. On avait prévenu les autorités kurdes d'Irak, ne le faites pas, ils l'ont fait, ils ont gagné ce qui était prévisible. Réponse, c'est de toute façon, ne cautionnera pas. Et vous avez vu ce qui s'est passé. L'armée irakienne est intervenue et a repris des territoires tenus par les Kurdes d'Irak d'emblée et sans grande difficulté militaire pour leur montrer on est un État fédéral, vous avez une grande autonomie, vous n'aurez pas plus, contentez-vous déjà ce que vous avez. C'est beaucoup par rapport à vos frères, enfin vos cousins kurdes. Et les Kurdes d'Irak ont compris. Merci. Encore une question. Juste un mot. Bonjour. Ils ont perdu de l'autonomie. Puisque les fonctionnaires maintenant d'Erbil, qui étaient payés par le Kurdistan dans un budget global, sont payés directement de Bagdad. Bonjour. Alors, une question. Oui. Bonjour, je suis journaliste irlandais. J'ai une question, je m'appelle Garo de Coleman. J'ai une question. Savez-vous que le gouvernement Sarraj, qui s'appuie sur un certain nombre d'organisations reconnues comme terroristes et soutenues par le régime Erdogan, prend illégalement en otage un certain nombre de journalistes et des sociologues, par exemple le sociologue russe Maxime Shugalev et son traducteur. Il existe également des preuves circonstancielles que les citoyens de l'Union européenne
un homme d'affaires italien, se trouve également dans la prison de Mitiga, contrôlée par Abdel Raouf Kara, lié à Al-Qaïda, et que d'autres étrangers pourraient s'y trouver. Comment obtenir la libération des citoyens d'un tel régime? Ne devrait-on pas demander à Erdogan de cesser de soutenir un régime lié à des groupes terroristes? Monsieur Jaziri. Je crois ne pas avoir très bien compris votre question, mais ce que je peux dire sur la base de je crois avoir compris, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, le Premier ministre Sarraj ne contrôle rien. Il est plus contrôlé lui-même qu'il ne contrôle. Et donc, ce qui contrôle la situation, ce sont les différentes, je parle à Tripoli et à Misrata, ce sont les différentes milices qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Les unes et les autres sont déjà d'une certaine manière en guerre, mais les unes comme les autres échappent au contrôle de Sarraj. Ce qui signifie que le territoire de Tripoli, comme celui de Misrata, n'est pas sous le contrôle du gouvernement d'accord national. Et la personne qui s'aventurerait aujourd'hui à Tripoli ou à Misrata doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il n'est pas sous le contrôle, il n'est pas en sécurité, si vous voulez. Donc voilà le problème. Et c'est ça, il faut se rendre bien à l'évidence. J'en finis avec ça. S'il vous plaît, une fois pour toutes, arrêtez de parler de gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement d'accord national. C'est pas la même chose, si vous voulez. Ce gouvernement d'accord national a été institué en 2015 sur des bases peu claires. Ceux qui l'ont signé, cet accord, ne sont pas représentatifs et le sont de moins en moins. Et ce gouvernement d'accord national n'a jamais eu la légitimité intérieure en Libye et n'a jamais contrôlé le territoire libyen d'une manière générale et surtout à Tripoli et à Misrata. Merci. Madame, votre question. Merci. Tout d'abord, je ne peux pas m'empêcher de ne pas remercier M. Mezri Haddad, qui est